Attention, please. Kick this shit. Je disais ça avec émotion parce que je vois que les visages ont changé. Il y a 2 ans, on nous regardait comme si on était fous. Et aujourd'hui, je pense que la plupart de la population s'est rendu compte qu'elle s'était fait berner. Alors justement, ce qui est très intéressant, c'est que l'opposition en France n'est pas représentée, n'existe pas à l'Assemblée nationale. Salut les complotards, moi c'est Babar. Et donc aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo. Hein. Aujourd'hui on a changé de décor, hein. Je suis dans le bus de la liberté. Hein. Et donc si vous aimez mon travail, hein, je vous invite à faire le petit clic, le petit j'aime, le petit abonnement. Hein. Ça serait très gentil de votre part. Hein. Et donc on va partir tout de suite. Hein. Donc samedi dernier, hein, le 30 septembre, eh ben, j'étais à la manifestation à Colmar, hein, manifestation organisée contre les effets secondaires des vaccins et en hommage aux victimes. Hein. Et donc j'ai commencé par faire le tour de la manif. Hein. On est là à la manif, regarde un peu les pancartes. Bon, il y a quand même moins de monde que quand Jordan Bardella était venu. Hein. Il y en a un peu de présence policière, mais ça va encore. C'était une bonne ambiance. Ensuite j'ai rencontré quelques manifestants. Hein. Je te prends en vidéo, je vais essayer de faire une petite vidéo sur internet par rapport à toute la manif. Oh, c'est pas très bien imprimé, hein, c'était presse. Ouais, c'est pas grave. Donc ensuite on a eu un petit discours de Céline, hein, suivi ensuite de Joël, hein, les organisateurs de cette manif, hein, si je puis dire. Bon, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à l'appel. Donc comme vous le savez, aujourd'hui c'est une manifestation sur les effets secondaires de la vaccination, si on peut appeler ça une vaccination, pour les victimes des effets secondaires, des décès et ceux qui sont toujours en vie mais qui galèrent avec les effets secondaires. Donc moi c'est Joël, je suis membre des collectifs Antipass 67 Strasbourg et des Loups de la Liberté d'Agno. Donc depuis l'été 2022, le collectif Antipass 67 organise des manifestations statiques pour dénoncer les effets indésirables des injections Covid-19 et pour rendre hommage aux victimes de ces injections. Depuis maintenant 3 mois, on délocalise nos manifestations statiques. On était sur Agno au mois de juin et on était à Auvernais au mois de juillet. On a un partenariat, on a la chance d'avoir le syndicat Liberté Santé du docteur Olivier Soulier qui est avec nous aujourd'hui, dont son représentant au niveau du Grand Est est Marc. Voilà, Marc Heinrich est avec nous. Et voilà, je te salue Marc. Je tenais à rendre un petit hommage à Julia Walter. Julia Walter aurait dû être avec nous aujourd'hui, ainsi que Marc Gérondeau. Alors Julia Walter, c'est une jeune femme de 37 ans qui est en procès contre Pfizer. Elle est victime d'une double injection Pfizer, donc une double injection qui a provoqué chez elle une péricardite. À l'heure actuelle, elle souffre d'une spondylarthrite ankylosante et son état de santé ne lui permet pas d'être avec nous à Colmar aujourd'hui. Elle est du secteur d'Haguenau. Elle vous passe à tous le bonjour. Elle devrait être à nouveau avec nous sur Agno le 28 octobre car nous continuons avec Antipass 67 et les Loups de la Liberté à délocaliser nos manifestations un peu partout dans le Bas-Rhin. Et comme on sait que Colmar est une ville résistante, si ce n'est la capitale de la résistance, parce que vous avez... Je sais que vous avez fait au moins 100 manifs en 2 ans, donc on voulait absolument être avec vous et je pense qu'on a la chance aujourd'hui de pouvoir le faire en déambulation et de toucher certainement plus de gens que si on le faisait en statique. Un dernier hommage que je voulais rendre, c'est pour Jennifer. Alors Jennifer, elle avait 42 ans. Elle est décédée suite à une double injection Pfizer d'une embolie pulmonaire. Son papa, c'est Marc. Marc est membre du collectif Action 200 Belgique. Ils sont de Namur. Il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais il vous passe le bonjour. Il a retrouvé le corps de sa fille entièrement bleu.
suite donc à une embolie pulmonaire après une double injection de Pfizer. Voilà, donc j'ai vraiment envie de dédier peut-être cette manifestation à ces deux personnes, à Julia et à Marc. Alors bonjour à tout le monde, je suis enchanté d'être ici avec Joël, merci à Joël pour cette présentation. Je représente effectivement le syndicat Liberté Santé qui s'est créé il y a 2 ans au moment où les soignants ont été suspendus parce qu'ils ne voulaient pas se faire injecter ce produit qu'on appelle vaccin. Donc le combat continue. Le syndicat a plus de 2 ans d'âge maintenant, donc à partir du mois d'août, nous avons la possibilité de créer des sections locales dans les établissements de santé pour faire un syndicat avec des représentants. Donc c'est un petit peu la suite du travail du syndicat. Donc il y a ça. Voilà, je voulais juste rajouter encore un petit truc. Donc vous avez bien compris qu'aujourd'hui c'était une manifestation sur les effets secondaires. Après on n'oublie pas non plus notre combat principal, le pouvoir d'achat et tout ce qui est derrière. Les gilets jaunes, vous inquiétez pas, on sait tous tout ça. Ensuite, on a un petit peu marché hein, au son des tambours, hein, donc il n'y avait aucun slogan, il y avait juste une marche silencieuse au son des tambours devant pas mal de colmariens un peu médusés. Hein. Et donc ensuite on s'est arrêté place de la mairie et puis en fait pour refaire les mêmes discours qui avaient déjà été dits hein, parce que forcément faut les dire plusieurs fois sinon on touche pas les mêmes personnes hein. Qui sont recensés sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament, dont 25% de cas graves. Donc je vais énoncer certains de ces cas. Des personnes qui souffrent de spondylarthrite ankylosante, péricardite aiguë, syndrome de Guillain-Barré, thrombose, nécrose au cœur, diabète de type 1, AVC, turbocancer, troubles menstruels, foie nécrosé, sinusite sphénoïdale à répétition, paralysie faciale, acouphène, insuffisance respiratoire, arythmie cardiaque ou zona ophtalmique. Selon certains spécialistes, seuls 5 à 10% de ces effets indésirables sont réellement recensés en France. Nous invitons donc à la population à dénoncer ces effets indésirables pour les personnes qui en souffrent. Donc ensuite, on a continué à marcher, hein, on est allé jusque devant le tribunal, hein, et puis bien sûr il y a de nouveau eu quelques petits discours, peut-être que la manif devenait un peu plus émotionnelle à ce moment-là. Voilà, il y a 2 ans, on a commencé les manifestations à Colmar, où on dénonçait le pass sanitaire, où on dénonçait la vaccination obligatoire pour les soignants qui se sont fait mettre dehors. Aujourd'hui, c'est une manifestation en hommage aux victimes de la vaccination. Parce qu'il y en a eu beaucoup qui sont décédés, d'autres qui sont encore en vie mais qui vivent avec des effets secondaires plus ou moins graves. Aujourd'hui, on tenait à leur rendre hommage. Je disais ça avec émotion parce que je vois que les visages ont changé. Il y a 2 ans, on nous regardait comme si on était fous. Et aujourd'hui, je pense que la plupart de la population s'est rendu compte qu'elle s'était fait berner. Voilà. Et Jennifer, si tu es tout là-haut, peut-être cette manifestation, elle est pour toi. Voilà. Et également à toutes les personnes décédées suite aux injections de cet ARN messager, de ces pseudo-vaccins en phase 3 qui n'auraient jamais dû avoir une autorisation de mise sur le marché. Voilà. Et donc, une fois que tous ces discours ont été terminés, on a fait le chant des partisans hein, avant de reprendre la marche et de s'arrêter un petit peu plus loin au niveau de la petite Venise sur la place. Et donc, une fois qu'on était là-bas, il y a de nouveau eu quelques discours et on a fini par un clap de fin.
Et pour tous les touristes, tous les passants qui passent et qui nous regardent et qui se demandent s'ils n'ont pas encore compris ce qu'il y avait sur les croix, c'est les victimes de la vaccination Covid. Une partie, une très infime partie. Donc ensuite, on s'est de nouveau dirigé vers le kiosque de la place Rap. Hein, et une fois là-bas, eh ben, il y a de nouveau quelques discours peut-être un peu plus profonds, si je puis dire. On a d'abord eu les organisateurs qui ont un petit peu commenté, qui ont fait un discours. Et puis ensuite, on a eu Elio, un gilet jaune qui a fait un discours. Et puis ensuite, c'est les citoyens qui pouvaient venir les uns après les autres s'ils avaient quelque chose à exprimer au micro. Qu'est-ce que je voulais dire encore, mis à part ça, qu'on allait laisser la parole à Elio qui est en train de parler. Andreas voulait prendre la parole. Donc il y a Andreas qui va prendre la parole. Enfin d'abord Joël. Andreas et Elio, et après qui voudra prendre la parole, c'est libre. Hein. Merci à tous. À l'heure actuelle, vous savez qu'il y a des cours autour de la sexualisation, autour de la théorie du genre. Donc c'est arrivé également près de chez moi, une institut de CE1 qui fait un cours d'éducation autour du genre, autour de la théorie du genre à ses élèves, qui leur dit on peut changer de sexe. Si vous voulez changer de sexe, si vous êtes une fille, que vous voulez devenir un garçon, et ben vous prenez des médicaments pendant 1 an, ensuite vous entrez dans une machine, et par la suite, si vous êtes une fille, vous devenez un garçon. Donc les gamines, elles étaient en CE1, elles avaient 7 ans. Donc quand je leur ai expliqué un petit peu ce que dit une Emmanuelle Darle, ou alors une Ariane Billéran, on ne peut pas changer de sexe, on peut essayer de ressembler au sexe opposé, mais bon, ça implique beaucoup de choses, hein, l'ablation de certains organes, la prise de bloqueurs de puberté, ben oui, ça on leur dit pas en fait. Et de leur mettre ça dans la tête à cet âge-là, ben, c'est juste un scandale. Donc avec le collectif Parents en colère, dont le représentant au niveau du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est là aujourd'hui, c'est Christian. Donc je te remercie Christian d'être avec nous. C'est notre référent au niveau de l'Alsace. On a des tracts, hein. Voilà. Bonjour Colmar. Donc on est venu à deux avec ma femme qui est devant, Clotilde de l'Union fait la force 88. Et je suis impressionné aussi. Pas d'insultes, que des regards, des visages graves, consternés, parce que je pense que le travail que nous avons fait ensemble avec les collectifs, les associations, a porté des fruits, parce que parmi ceux qui nous ont regardés, il y a aussi beaucoup de pauvres victimes qui sont fait avoir, et on doit leur apporter maintenant les solutions par des protocoles efficaces pour combattre les effets secondaires, et donc il y a beaucoup de monde qui s'y met. Parce que dans la vie, il n'y a pas que le vaccin anti-Covid, il y a aussi le garde d'asile. La campagne de vaccination généralisée contre l'HPV a commencé dans les collèges, dans les classes des 5e. Vous êtes au courant que les courriers sont distribués aux élèves qui transmettent aux parents pour donner la bonne parole de l'ARS, un document totalement orienté, lacunaire, qui ne parle aucunement des effets secondaires. Donc c'est absolument grave ce qui se passe de nouveau. L'éducation nationale est de nouveau instrumentalisée par le gouvernement pour faire imposer un médicament qui s'avère dangereux et qui a des effets secondaires gravissimes. Donc les questions qu'on se pose aussi, beaucoup d'associations, comment est-ce possible qu'un document du gouvernement, campagne nationale de vaccination contre les HPV,
en milieu scolaire est communiqué par une lettre aux parents sans aucune source. Pourtant, c'est pas difficile de vérifier. L'ARS, ce document n'a aucune source. C'est la propagande, c'est du prosélytisme, c'est la désinformation. En tant qu'enseignant, quand je parle avec mes élèves, je dois leur donner 3 choses. La date de la source, l'auteur et la publication. Tout le reste, ce n'est pas sérieux. Nous avons, avec l'Union fait la force, invité depuis septembre 1500 soignants, médecins, pharmaciens, sages-femmes pour débattre sur les vaccinations, ceux qui sont pour et contre. C'est-à-dire on leur a donné la parole autour d'une table sans les juger, juste pour les écouter et pour trouver des formules pour un prochain problème, pour échanger. Mais personne de ces médecins est venu, personne de ces médecins qui a piqué les patients contre le Covid dans leur cabinet ou dans les centres de vaccination est venu pour discuter avec nous. Donc, Ursula von der Leyen, son mari est chez Pfizer. L'Europe a commandé des millions de doses et elle en a jeté des millions puisqu'elles étaient périmées. Avec l'argent de qui? L'argent du contribuable, notre argent. Tous les médecins, tous les journalistes, tous les lobbyistes qui se sont pavanés sur les plateaux télé, ils devraient tous être en prison. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est 4 ans et 10 mois de lutte. Le mouvement des Gilets jaunes, faut savoir, ça fait 3 ans. 3 ans. Les médias n'ont plus le droit de parler de nous, que ce soit la télé, la presse écrite, la radio, les journaux. Ils n'ont plus le droit de parler de nous. Pour preuve, samedi, on était à une manifestation pour les 42 000 tonnes de déchets toxiques au fond du puits Joseph, Stocamine, qui va à terme polluer la plus grosse nappe phréatique d'Europe. Nos arrière-petits-enfants n'auront plus droit à l'eau du robinet, l'eau potable, en sachant que l'eau potable est un droit fondamental. Aujourd'hui, nous les Gilets jaunes, on a nos cœurs qui pleurent. Pourquoi ils pleurent? De plus en plus de personnes âgées doivent voler dans les magasins pour pouvoir manger. De plus en plus de personnes âgées, d'étudiants, doivent aller au secours populaire, à la Croix-Rouge, dans toutes les associations pour pouvoir manger. Et ça, c'est pas acceptable. Tous les politiques qui ont des casseroles au cul ne devraient plus être au pouvoir. Eh bien, il n'y en aurait plus beaucoup, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Le Benalla, le protégé à Macron, il a été condamné à 3 ans de prison, dont un ferme. Mais l'année ferme qu'il a pris est aménageable. Ces gens-là, ils sont dans une prison de luxe. C'est pas comme nos gilets jaunes qui sont encore aujourd'hui en prison. Ils sont confrontés à la misère dans les prisons. Elles sont surpeuplées. Ils sont malmenés. Et tout ça pourquoi? Puisqu'on dit la vérité et on défend les seniors. Je vais faire une interview sur la garde à vue à Colmar. Ouais, on va parler de la garde à vue à Colmar. Les étudiants, toutes les le repas est bon. C'est vrai? Les raviolis aux champignons. Des pâtes. Des pâtes. Des organisations syndicales. J'aimerais remercier aussi les policiers qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Ils ont compris que leur premier rôle est la protection des droits des citoyens. Je les remercie aussi pour la citoyenneté et pour leur gentillesse. Ce n'est pas le cas partout. On vient d'Épinal. Il y a eu des affrontements avec la police inutiles et ils sont vraiment un modèle. Merci. Donc, il y en a qui parlaient de faire une régulateur dans les manifs, si on reprenait un petit peu les manifs, est-ce que ça vous a manqué les manifestations?
pas toi qui les fais, les mecs. Donc, ce que je peux proposer, c'est qu'on peut partir sur une base toutes les 2 semaines, donc on fait le 14 octobre. Et 2 semaines après, ça va être quoi, le 28? Vous voulez compter un truc comme ça? On part sur le 14 et le 28, et puis on verra le 28 si ça marche bien ou ça marche pas, et puis on voit la suite. Ça vous va? Oui, non, peut-être, ouais. Je ne suis pas un scientifique ni un ingénieur, j'ai que 4 CAP en main, mais j'ai 2 documents à vous lire. C'est des documents qu'il faut avoir en main. Alors, cela fait maintenant plus d'1 an que l'état d'urgence sanitaire est levé. Des enquêtes, des procès se déroulent en ce moment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Allemagne, mais pas en France. Rien de tout cela en France, où les institutions protectrices des droits des citoyens demeurent silencieuses et les grands médias étonnamment peu curieux sur des événements crissant d'une envergure pourtant exceptionnelle. Et puis à la toute fin, hein, pendant que les citoyens défilaient au micro et que d'autres, enfin que les tambours continuent un petit peu, et je suis allé interroger un des manifestants, hein, Patrick, sur, on va dire, la politique de la France. On est un petit peu sorti des effets secondaires, on a plus des vaccins, on a plus parlé de la politique et de la problématique justement du fait que les gens ne se bougent plus assez et que les politiques ne se bougent pas non plus pour nous, et donc je vais vous laisser dans cette vidéo, hein, avec cette interview, et puis moi je vous dis à très bientôt, hein. Ciao les complotards. Bon Patrick, donc toi t'es un manifestant et même un organisateur depuis longtemps. Colmarien, ouais, c'est ça, depuis 2021, 2022, et je suis sur la QV 2023 aussi. Donc ouais. Et t'étais pas gilet jaune avant? Un cœur gilet jaune, un esprit gilet jaune, mais sans. Non mais je parle, t'étais pas sur les ronds-points. Ou alors une ou 2 fois, très ponctuellement, hein, mais c'était surtout un travail de réinformation sur internet, c'est-à-dire partager des informations de l'ensemble des points chauds en France et les échanger à d'autres personnes pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans la contestation, vu que les grands médias ne jouent pas leur rôle de réelle information. Donc il faut que des personnes sur leur temps libre s'occupent de ça, voilà. Mais est-ce qu'on n'occupe pas les gens justement pour qu'ils aient pas de temps libre? On suroccupe aussi les gens pour qu'ils n'aient pas de temps libre par la pression sociale. C'est une manière de tenir les gens économiquement et de faire monter tout doucement la pression. Et ça permet aussi de faire passer l'ensemble de lois liberticides. Et aussi également les différentes solutions par Big Pharma qui veulent proposer à la population pour effectivement, soi-disant, régler les problèmes de santé publique. Donc voilà. Et dans tout ce problème, l'opposition elle est où en fait, à l'Assemblée là? Alors justement, ce qui est très intéressant, c'est que l'opposition en France n'est pas représentée, n'existe pas à l'Assemblée nationale. Pourtant ils ont été élus. Ils ont été élus, mais la gamelle est bonne. Donc, alors c'est très compliqué d'être en même temps dans une opposition réelle et en même temps goûter à tous les avantages qu'offre le système pour faire en sorte de ne pas remettre en cause les fondements même de la soi-disant démocratie, parce que là on a un vrai problème, c'est que on n'est pas dans une démocratie. Et en fait les 4 parties du système cherchent à nous faire croire qu'on l'est alors qu'on ne l'est pas. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 52% des Français qui s'étaient exprimés contre l'Union européenne en 2005. En 2005, hein, donc ça a été acté. Tout a été fait par le système pour gommer en fait le vote des Français, pour les trahir.
Enfin, il n'a pas été gommé, c'est Sarkozy qui a fait un peu son dictateur et qui a dit... Bien sûr, mais il a été gommé par le biais de Sarkozy, par l'illusionniste, hein, vu qu'il nous promettait l'Europe était aussi chargée de... L'Europe de la paix. L'Europe de la paix, de la prospérité. Hein, l'Europe, effectivement, avec tout ce que ça comporte, toutes les promesses qui nous ont été faites par le système et qui, effectivement, on les attend toujours, hein, 20 ans, 25 ans après, on est toujours dans cette attente et je pense qu'on va attendre encore longtemps. Et finalement, quand on regarde, il y avait des partis qui ont changé un peu leur fusil d'épaule, je pense notamment au Rassemblement National qui nous parlait beaucoup en 2012 de sortie de l'Europe et de l'euro et de tout ça et qui finalement maintenant sont devenus des europhiles. Marine Le Pen joue un jeu dangereux parce qu'elle sait qu'effectivement, elle a une partie de l'héritage de son père intellectuellement, vu qu'elle ne peut pas renier l'héritage du Front National qui est quand même un parti en partie nationaliste. Et aussi, donc le père était proche des Français parce qu'il cherchait effectivement à leur intérêt. Marine Le Pen aujourd'hui a le goût du pouvoir et donc elle surfe sur une certaine popularité dans les médias. Donc c'est aussi le revers de la pièce Macron. Elle surfe sur l'effet Macron parce qu'elle se présente comme la seule opposante à Macron. Et d'un autre côté, Macron a besoin de Marine Le Pen pour continuer à repasser. Donc c'est un duo, on peut pas dire que c'est un duo de... Le duo diabolique. C'est un duo qui nous amène dans la situation qu'on est aujourd'hui. Je dirais même un trio, parce que derrière on a aussi Mélenchon qui fait toujours croire qu'il va gagner, et finalement il se retrouve toujours sur la troisième place du podium. Donc effectivement, Mélenchon, cette opposition contrôlée avec son beau patrimoine parisien, même si en fait moi je n'ai pas, idéologiquement je ne suis pas contre les riches, contre quelqu'un qui aurait réussi tout simplement, qui aurait réussi, mais c'est toujours quelqu'un qui a vécu du système et qui a toujours su surfer à un moment donné un peu plus à gauche, à un moment donné un peu moins à gauche, mais a toujours vécu du système grassement. Et depuis Mitterrand. Donc voilà, de ce fait, on peut considérer qu'il est très mal placé aujourd'hui pour représenter en fait le peuple dans son essence, hein, à savoir dans ses difficultés de la vie quotidienne, du fait qu'effectivement toute sa vie dit le contraire. Donc effectivement, on n'a pas de solution par rapport à... Solution politique en fait. De solution politique. Et les médias ne sont pas du tout enclins non plus à faire comprendre au peuple cette réalité. J'ai envie de te dire, est-ce que le peuple a envie de comprendre? Parce qu'en fait, il y a, je crois, 2 semaines, Jordan Bardella est arrivé et il y avait genre 4 fois plus de monde qu'à la manif aujourd'hui. Ouais. Mais l'effet Bardella avec le petit costard cravate et tout ça, donc on travaille beaucoup sur l'image aujourd'hui. Donc le politicien cherche avant tout à avoir une image lisse, propre sur lui aussi, et il cultive son image, et c'est un peu ça qui se vend aujourd'hui dans le monde politique. C'est pas trop le programme, on l'a vu avec... En fait, il joue les rockstars. On l'a vu avec quand Macron est arrivé au pouvoir, avec les différents médias qui l'ont soutenu, en particulier Paris Match qui a fait 21 ou 22 unes de Macron. Alors on avait Macron en week-end, Macron avec la voiture, Macron avec le petit chien, Macron avec Brigitte ou Jean-Michel, Macron, etc. Donc voilà, Macron sur le jet ski. Voilà, c'est-à-dire avec le 666, voilà. Donc tout ça, ça nous montre que, en fait, l'ultra-médiatisation aujourd'hui, on a affaire, la classe politique, elle se rapproche plus du star system que d'un réel programme politique au service du citoyen. Parce que le citoyen, là-dedans, il cherche toujours une solution pour régler ses problèmes de la vie quotidienne. Est-ce qu'il cherche vraiment? Il tâtonne, il fait comme il peut, le citoyen il est sous pression,
il est sous pression partout parce que l'État le contraint à une foule d'obligations diverses et variées. En France, on est un des pays les plus taxés au monde. Donc tout ça, ce qui fait que quelqu'un qui a un emploi, qui gagne un peu quelque chose, qui est dans les classes moyennes, il est savamment... ou un petit entrepreneur, lui, c'est le pire. Oui, le petit entrepreneur, il est assommé par les contraintes, les charges, les obligations, les normes juridiques, les normes, rajoutées aussi par les normes de l'Union européenne qui se prend un malin plaisir à en rajouter à chaque fois une couche tous les ans. Et donc, c'est très compliqué d'avoir une veille juridique de savoir effectivement où est le droit aujourd'hui, parce que tout est fait pour entretenir une série d'obligations qui est en fait une pression sociale sur les gens. Et pendant que les gens sont sous pression sociale, ils n'ont pas le loisir de s'intéresser à leurs droits, de s'intéresser à l'avenir du pays, de se poser les bonnes questions aux bonnes personnes, parce qu'ils ne peuvent matériellement, ils ne peuvent pas, c'est impossible. Mais dans ce que tu dis, c'est intéressant parce que quelque part, tu nous dis que justement l'État, en fait, il fait chier les gens dans le sens qu'il met une grosse pression aux gens, que ce soit les taxes, les impôts, les normes et tout ça. Sauf que souvent, on entend toujours ce discours que les gens appellent à l'aide à l'État, qui veulent limite plus d'État. Mais en fait, est-ce que la solution, ce ne serait pas tout le contraire, ce serait moins d'État et j'irais même jusqu'à dire que la France doit se transformer en un paradis fiscal avec un secret bancaire absolu. Est-ce que finalement, prendre le contre-pied, ça serait pas ça la vraie solution, que les gens ils commencent à se débrouiller un peu plus par eux-mêmes? Alors ce qui se passe, en leur donnant les moyens. Alors ce qui se passe, c'est très simple, c'est que l'État fait en sorte qu'on fasse appel à lui par une dépendance, parce que quand quelqu'un est sous pression sociale, il devient dépendant d'un fonctionnement. Et de ce fait, il acquiert toute une série d'habitudes et de fonctionnement de la société. Et il suit aussi. Et la volonté de l'État, c'est de faire en sorte qu'on fasse en réalité appel à lui. Parce que c'est comme un drogué, quelqu'un qui est dépendant, parce qu'on lui a enlevé peu à peu, ses différents attributs, c'est-à-dire sa possibilité de prendre sa vie en main. Donc le citoyen aujourd'hui ne peut quasiment plus prendre sa vie en main parce qu'il est sous le flot continu de contraintes sans fin, et de ce fait, l'État a modelé le citoyen normal, a modelé le citoyen lambda pour en faire un esclave. Voilà, esclave, et donc pour lui enlever son autonomie et pour faire en sorte que quand l'État va vouloir utiliser le citoyen pour faire vivre le système, il trouvera facilement, la majorité des gens vont continuer du fait à devenir des suiveurs, à être des suiveurs, parce qu'ils auront été peu à peu conditionnés d'année en année par un État oppresseur. On peut parler d'oppression, une forme d'oppression, c'est une forme d'oppression, de chantage, de pression psychologique, etc. pour modeler, et il semble que McKinsey, que justement ces cabinets de conseil qui font un peu la pluie et le beau temps en France par rapport dans toute une série de domaines, pratiquement tous les domaines de la vie publique, Macron a mandaté effectivement les cabinets étrangers, en particulier McKinsey, pour régler un certain nombre de problèmes sociétaux, pour mettre en place des contraintes qui vont faire que le citoyen il va être muselé. Et c'est une stratégie de longue haleine qui est en place. Finalement, le citoyen, en fait, quelque part, il a le syndrome de Stockholm. Mais pas que, malheureusement, c'est une maladie grave. On peut parler d'une maladie grave dans la société qui est inoculée par les gens qui tiennent le système aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier quand même la pression économique, le coût de la vie, qui fait que pour pouvoir vivre décemment, pour pouvoir manger des aliments non contaminés, pour pouvoir se déplacer sans être matraqué au niveau des taxes, que ce soit sur le véhicule, que ce soit au niveau des contraintes, au niveau du diesel, de l'essence, tout ça, c'est très très compliqué. C'est pas moi, dans mon petit constat, qui se vante de pouvoir trouver des solutions. C'est un travail de longue haleine. Il y a des années qui se sont passées pour
mettre ce système en place et il ne faut pas se leurrer, ça va être très compliqué de changer la donne. Il faudrait vraiment un réveil massif et on l'espère tous un peu, mais ça va être compliqué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceux qui tiennent, ceux qui sont censés nous représenter, en réalité ne représentent qu'eux-mêmes, leurs intérêts, et ne sont pas du tout intéressés pour savoir effectivement ce que pense réellement le citoyen. Est-ce que le citoyen ne subit pas trop les choses et ne prend pas sa vie en main, parce qu'en fait on a une vie, on doit aussi être en partie maître de son destin. Et aujourd'hui, la société, il y a une telle pression sociale de tous les côtés que c'est très compliqué d'envisager cette solution. Quelque part, c'est plus facile aussi d'être un suiveur. On tombe dans la facilité, mais il y a eu un lent lavage de cerveau qui fait que, effectivement, on ne devient pas suiveur par envie, par plaisir, mais on devient suiveur aussi par fatalisme, parce qu'il y a aussi la puissance des médias qui lave ces cerveaux, qui effectivement laisse très peu d'espoir aux citoyens, qui ne l'informent pas mais qui le déforment, parce qu'aujourd'hui c'est ça le problème des médias mainstream, c'est qu'ils font un travail de déformation. On déforme, on modèle, encore une fois, on modèle l'esprit des gens. C'est de l'ingénierie sociale. Voilà, il y a un vrai travail de fond et c'est vrai que Macron est dans cette accélération de l'ingénierie sociale qui a pour but, qui a pour finalité le contrôle social en fait, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est, une fois qu'on a le pouvoir, c'est quoi? C'est le conserver. Et le conserver souvent par n'importe quel moyen, même des moyens qui sont... parce qu'il n'y a pas de limite. Quand on veut conserver quelque chose, un bien, eux, ils sont au pouvoir, ils estiment que ce pouvoir leur appartient. Et pour le conserver, je pense qu'aujourd'hui, ils nous ont prouvé qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que je suis devenu anti-système. Et seul aujourd'hui, Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan, il y a une petite voix encore qui nous montre le chemin. Justement, retrouver sa souveraineté, ça veut aussi dire pour le citoyen, c'est retrouver aussi sa liberté. Liberté d'expression, liberté aussi d'un mode de vie qui n'est pas forcément le mode de vie sous contrôle total par l'informatique, etc. Donc il y a vraiment, on part de très loin, l'espoir, il y en a un petit peu, mais malheureusement ça va être, encore une fois, ça va être très compliqué. Voilà. Ça marche. Bah écoute, je te remercie Patrick. Pas de quoi.